Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection internationale. Dirigé par Denis Rolland, Joël Chassin et Françoise Dekowski. Cette collection a pour vocation de présenter les études les plus récentes sur les institutions, les politiques publiques et les forces politiques et culturelles à l'œuvre aujourd'hui. Au croisement des disciplines juridiques, des sciences politiques, des relations internationales, de l'histoire et de l'anthropologie, elle se propose, dans une perspective pluridisciplinaire, d'éclairer les enjeux de la scène mondiale et européenne. Série générale, dernière parution. Maria Teresa Gutiérrez HACES. La continentalisation du Mexique et du Canada dans l'Amérique du Nord. Les voisins du voisin 2015. Éric Dichary, Théâtre, résidence d'artistes, médiation et territoire 2014. Catherine Durandin et Cécile Folschweiller. Alerte en Europe. La guerre dans les Balkans, 1942 à 1913, 2014. Estelle Poitvin, L'Europe, une affaire intérieure? Ce qui change en Europe, 2014. Juliette Maffre, La légalisation du mariage homosexuel en Argentine, 2014. Pierre-Philippe Berson, Sous le soleil de Chavez. Enquête sur le Venezuela d'Hugo Chavez, 2014. Mathieu Crétenant, Le rôle de la presse dans la construction de la paix, le cas du conflit basque, 2014. Pierre Journoux, La guerre de Corée et ses enjeux stratégiques de 1950 à nos jours, 2014. Philippe Saunier, Politique de la comptabilité publique, 2014. Laurent Borzillo, La Bundeswehr. De la pertinence des réformes à l'aune des opérations extérieures, 2014. Jean-Yves Paraiso, La perception de la théologie latino-américaine de la libération en République fédérale d'Allemagne. L'exemple du cercle d'études Église et libération, 1973 à 1978, 2013. Édouard Boinet, Hydropolitique du fleuve Sénégal. Limites et perspectives d'un modèle de coopération, 2013. Éric Dichary, L'écologie de l'éducation. Un anthropologue à l'école du bertsularisme en Pays basque, 2013. Sébastien Barrere, Les États-Unis face au franquisme. 1936 à 1956, La croisée des chemins, 2013. Marc Pave, La pêche côtière en France, 1715 à 1850. Approche sociale et environnementale, 2013. Marianne Guillemin, Femmes officiers de communication dans l'armée de terre. Le parcours des combattantes, 2013. Ariane Landuy et Denis Rolland, Org. Construire l'espace politique européen. Historiographie politique et territoire, 2012. Julien Gigax, Olympisme et guerre froide, 2012. Daniel Aarao et Denis Rolland dire Modernité nationale, modernité importée. Entre ancien et nouveau monde, 19e-21e siècle, 2012. Jean-Luc Grandrie, avec Nathalie Costa et Denis Rolland, Les Tréteaux de France, 2001 à 2011. Récit d'une reconquête théâtrale, 2012. Dédicace. À mes enfants et ados. Remerciements. Premièrement, j'aimerais remercier l'Université de Paris-Ouest Nanterre La Défense, l'école doctorale Milieu, Culture et Société du passé et du présent, qui m'a accordé une subvention pour la publication de ma thèse. Je remercie Madame Chassin des éditions L'Harmattan pour m'avoir donné l'opportunité de publier ce travail. La thèse a originalement été réalisée en cotutelle entre l'Université de Paris-Ouest Nanterre La Défense et l'University of Essex. La cotutelle entre ces deux universités a été fondamentale pour la concrétisation de la recherche. La période de cotutelle à l'University of Essex a été rendue possible grâce au soutien financier du Conseil régional d'Île-de-France à travers le dispositif SETCI, soutien à l'encadrement des thèses en cotutelle internationale, et de la bourse de cotutelle de thèse accordée par l'Université de Paris-Ouest Nanterre La Défense et le département d'histoire de l'University of Essex. Une bourse de recherche de terrain m'a été également accordée par le LESC, Laboratoire d'ethnologie et sociologie comparative, et l'école doctorale Milieu et culture du passé et du présent, et un fonds complémentaire par le Brohagan Fund de l'University of Essex, financements sans lesquels ce travail n'aurait pas été possible.
Je manifeste ma plus grande reconnaissance à M. Asusao, directeur de thèse auprès de l'University of Essex, ainsi qu'à Mme Capone, directrice de thèse auprès de l'Université de Paris-Ouest, qui m'ont guidé au long du travail. Je remercie les membres du jury et les rapporteurs pour leurs commentaires et suggestions. Je me sens redevable bien sûr envers les capoeiristas, c'est grâce à eux finalement que ce travail a été rendu possible. J'aimerais citer nominalement les maîtres et professeurs de capoeira qui ont partagé leur vécu et histoire. Jocelyn Chobo Carcara, de l'association Colors, Maître Manoel du groupe Ipiranga de Pastinha, Nicolas Giraud du groupe Tublodaï, Maître Sylvia et Marcos de la London School of Capoeira, Professora Rilène du Grupo Amazonas, Maître Simon Fantasma, du East London Capoeira, Maître Ponchaninho et Zé Antonio du groupe Cordao de Ouro et finalement Maître Carlao du groupe Kabula. Les élèves de ces groupes sont aussi des personnages de ce travail, et je remercie tous ceux qui m'ont accordé des entretiens et m'ont fait partager leurs impressions sur la capoeira. Finalement, ce travail est dédié aux capoeiristas, des hommes et des femmes aux origines et nationalités les plus diverses qui font de la capoeira une pratique, fruit de la créativité de ces pratiquants qui partout dans le monde, transforment dans des versions locales cette pratique afro-brésilienne. PREFACE. Daniel Granada est un capoeirista et excellent joueur de berimbau, l'arc musical qui constitue le principal instrument de la capoeira moderne. Pendant des années, il a combiné son apprentissage de la capoeira avec ses études en sciences sociales. D'abord à Rio de Janeiro, où il a étudié au Vénérable Institut de Philosophie et Sciences Sociales, IFCS, de l'Université fédérale de Rio de Janeiro et pratiqué la capoeira, non loin de là, à la Fundição Progresso, avec Maître Célio, à l'époque encore contramaître. Ensuite à Paris, à l'Université de Paris-Ouest Nanterre-La Défense et avec le groupe Ipiranga de Maître Manoel. Et finalement, en Angleterre, où Daniel a passé un an au département d'histoire de l'Université d'Essex, en effectuant plusieurs visites aux différents groupes de capoeira de Londres. Le texte de ce livre est ainsi la réflexion d'un insider du monde de la capoeira qui, muni des outils de l'anthropologie et de l'histoire, cherche à comprendre comment la capoeira s'est transnationalisée dans 2 métropoles européennes, résultat de 2 processus différents mais interdépendants, la migration de Brésiliens et d'autres ex-coloniaux vers l'Europe occidentale et la globalisation de la culture brésilienne, partie intégrante de la dissémination et relocalisation des cultures diasporiques de l'Atlantique noir. Pour cela, il trace les parcours différenciés d'un échantillon de maîtres de capoeira, brésiliens ou non, en décrivant de manière détaillée l'histoire de vie de chacun d'entre eux, leur parcours au sein de l'univers de la capoeira. Daniel Granada nous offre une ethnographie de première main, extrêmement riche et construite à partir d'une grande variété de sources. Une ethnographie polyphonique et translocale qui essaye de rendre compte de la richesse et complexité de son objet d'étude. En collant au plus près de ces matériaux ethnographiques, il nous présente l'analyse minutieuse d'un sujet original qui n'avait pas encore été suffisamment étudié. La diffusion de la capoeira en Europe et la participation de non-brésiliens dans les groupes de capoeira en France et en Angleterre. Dans ce travail, il fait preuve d'une réflexivité accrue vis-à-vis de sa propre insertion sur le terrain, prenant aussi en compte les difficultés d'une ethnographie translocale ou multisite. Son but est de montrer comment la pratique de la capoeira est relocalisée et adaptée au contexte local. Pour cela, il a choisi de concentrer son analyse sur les maîtres et sur leur stratégie de légitimation, qui les mène sans cesse à s'inscrire dans une lignée et dans une tradition ancrée dans une localité. Le Brésil de façon générale, remplacé parfois par une Afrique, plus mythique que réelle, qui devient le référent générique d'une identité afrodescendante. Sans rejeter complètement des notions comme celle de diaspora, Daniel Granada opère dans ce travail un recadrage théorique qui lui permet de penser la tradition comme étant une travelling culture, en privilégiant l'analyse transnationale au lieu d'autres notions telles que la notion de translocalisation. Il montre bien comment la question de l'ancrage national demeure centrale dans tous les processus de transnationalisation. Les symboles nationaux, les références à la brésilianité, jouent un rôle central et structurant dans les groupes de capoeira à l'étranger. Si ces groupes ont développé de nouvelles formes de sociabilité, ces identités,
liées à un style de vie qui se veut alternatif, sont de toute façon reliées à une identité brésilienne qui est indissociable de cette pratique. Mais si le transnational constitue la notion centrale dans ce travail, la relation à un lieu, à une lignée ou à un groupe s'avère aussi indispensable dans les processus de transnationalisation de la capoeira. Ce travail montre comment les appropriations de la capoeira et de la culture locale par les capoeiristas se déroulent à plusieurs niveaux: transnational, transatlantique, national, local et individuel. Les portraits des maîtres, soigneusement complétés par les témoignages indirects des élèves, permettent de distinguer trois cas typiques. Les maîtres qui quittent le Brésil en tant que maîtres déjà reconnus et autonomes, ceux qui sont professeurs et membres d'un groupe transnational, et la première génération de professeurs indigènes. La richesse des matériaux ethnographiques et la nouveauté de cette recherche font ainsi de ce travail une contribution précieuse pour les futures recherches sur ce sujet. Sans aucun doute, l'histoire de la globalisation de la capoeira a gagné une étude empirique majeure. Stefania Capone, directrice de recherche CNRS EHESS. Et Mathias Röhrig Assusao, professeur, Department of History. University of Essex. Introduction. Figure 1, University of Westminster, Regent Street, Londres 2011. Copyright Daniel Granada. Le présent livre analyse les processus de transnationalisation de la pratique de la capoeira, un art martial d'origine afro-brésilienne qui s'est répandu dans plusieurs pays du monde à partir de la fin des années 1970. Son expansion accompagne l'émigration de Brésiliens en quête de meilleures conditions de vie et de travail à l'étranger, et repose de manière croissante sur son appropriation et son adaptation par des pratiquants locaux. Le sujet de thèse, tel qu'il avait été initialement pensé, avait pour objectif d'appréhender les transformations de la pratique de la capoeira en Europe, plus précisément dans les groupes et associations de capoeira de Paris et Londres. Sujet complexe, traversé par des questions liées à la délocalisation de cette pratique originellement brésilienne et à sa relocalisation en Europe. L'étude de l'expansion de la capoeira hors du Brésil au sein des groupes européens a permis non seulement de s'interroger sur les transformations de la pratique, mais aussi de mettre en lumière leurs mécanismes de reproduction et de contrôle. À l'origine, la thèse se donnait donc pour objectif d'analyser les changements en place entraînés par la délocalisation de la pratique brésilienne et sa conséquente relocalisation hors du Brésil. Si les transformations existent, l'analyse de mes données de terrain a surtout montré l'existence de mécanismes de contrôle mis en place par les maîtres et les groupes de capoeira pour garantir leur légitimité au sein d'un marché, Bourdieu, 2002, de la capoeira à Paris et à Londres dans la construction d'un champ social transnational, Levitt et Glick-Schiller, 2004, Glick-Schiller, 2010, Capone, 2010 de la capoeira. Les principaux questionnements qui ont guidé l'écriture de ce livre sont les suivants. Quels sont les enjeux associés à la déterritorialisation de la capoeira ainsi qu'à sa relocalisation dans certains groupes de la région Île-de-France et de Londres? Quels sont les mécanismes mis en place par les capoeiristas et les maîtres pour contrôler l'expansion de la pratique? De quelle manière les rapports de pouvoir influent-ils sur l'organisation des groupes? Quelle est l'importance des pratiquants locaux dans ce processus? Quel regard portent les élèves sur la capoeira et leurs maîtres? Pourquoi la pratiquent-ils? Et finalement, pourquoi certains maîtres et groupes réussissent-ils mieux leur insertion que d'autres? L'organisation du livre. Le livre est divisé en 3 parties. La première traduit l'effort de trouver un référentiel théorique pour expliquer l'expansion de la capoeira hors du Brésil. À travers le débat sur les migrations et les diasporas, la globalisation et le transnationalisme, je réfléchis à l'apport de ces concepts dans la compréhension de l'expansion de la capoeira hors du Brésil. Le débat sur l'identité et l'ethnicité donne support aux réflexions sur la relocalisation de la capoeira en Europe. C'est à partir de cette discussion et de la constatation de l'importance des maîtres et des groupes que la notion de lieu dynamique est développée. Ce concept, développé à la fin du premier chapitre, s'est imposé suite à l'analyse du matériel de terrain et s'est révélé d'une importance centrale pour l'explication des nouvelles formes de localisation mises en place dans les groupes de capoeira. Les 2 parties suivantes sont dédiées à la recherche de terrain.
La seconde partie analyse la pratique de la capoeira en France. À partir d'une présentation générale du panorama de la capoeira française, sont présentées les associations Colors de Paris et Ipiranga de la banlieue parisienne. Bien qu'elles soient toutes deux dirigées par des Français sous la tutelle de maîtres brésiliens, ces deux groupes présentent néanmoins des profils bien distincts. La troisième partie propose de dépeindre un tableau actuel de la capoeira à Londres. Cette partie est divisée en deux sections. Les pionniers, à savoir les premières écoles dirigées par des femmes, London School of Capoeira et Amazonas, et par Mestre Fantasma, East London Capoeira. Et la deuxième vague, représentée par deux autres groupes installés par la suite à Londres, Cordao de Ouro et Kabula. La recherche. Entre 2006 et 2008, ma recherche a été réalisée au sein des associations Ipiranga de Pastigna à Vitry-sur-Seine et Colors dans le 19e arrondissement de Paris. Ensuite, entre 2008 et 2011, mon travail de terrain a été mené au sein de divers groupes en Angleterre et notamment les groupes Cordao de Ouro et Kabula. Tout au long de l'étude ont été réalisés 72 entretiens formels totalisant plus de 33 heures d'enregistrement, dont la majorité a été retranscrite en portugais, français et anglais, auxquels s'ajoutent de nombreuses vidéos et environ 300 clichés photographiques. La méthodologie employée a cherché à mettre en lumière les trajectoires des capoeiristas dans toute leur complexité. L'analyse détaillée des récits a permis de mieux appréhender la façon dont les rapports de pouvoir affectent l'organisation de la capoeira hors du Brésil. Ce choix méthodologique a révélé les mécanismes utilisés dans la construction de l'authenticité et de la légitimité à l'intérieur des groupes, ainsi que dans les rapports établis avec les autres groupes sur place. Cette perspective s'inscrit dans une démarche visant à privilégier les acteurs dans la constitution d'un champ social transnational, associé ici, bien entendu, à la pratique de la capoeira. Cette recherche est basée sur de nombreuses années de pratique de la capoeira à Rio de Janeiro et en France. J'ai en effet pratiqué la capoeira pendant plus de 15 ans, et depuis 2002, je me suis consacré à son étude et à la recherche sur son expansion dans le monde. Le point de départ a été l'élaboration d'un mémoire de master présenté à l'Université fédérale de Rio de Janeiro en 2004. Dans ce travail, je me suis intéressé aux pratiquants de capoeira de la FICA, Fondation internationale de capoeira Angola, dont le siège est à Washington DC aux États-Unis. Dans cette fondation, un groupe d'Afro-Américains retrouvait dans la pratique de la capoeira des liens avec leur passé et des survivances de rituels identifiés comme africains. La FICA avait commencé ses activités aux États-Unis à l'Osa Rose Society, une association restrictive exclusivement pour les Noirs. La présence de la capoeira au sein de cette association avait été introduite par des intellectuels afrocentristes. Mais le fait d'être une association restreinte et réservée aux Noirs générait des conflits entre le maître de capoeira brésilien qui souhaitait la participation des Blancs et les dirigeants de l'OSAR pour qui les Blancs n'étaient pas les bienvenus. Granada 2004. Ensuite, un mémoire de DEA, présenté à l'IHEAL Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3, a été dédié à la compréhension du développement de la capoeira au Brésil par rapport aux idées de race et nation et sa conséquente appropriation par l'association Colors en France. C'est en raison de ce regard, à la fois développé au sein des groupes de capoeira et forgé par les années d'études de l'expansion de la capoeira, que ce livre a été rédigé, en explorant les zones de contact entre plusieurs disciplines, telles que l'histoire, l'anthropologie et la sociologie. Pour cela, j'emprunte les mots de Peter Burke, 1989/97-98, qui critique le modèle traditionnel de relation entre mémoire et histoire qui veut que la mémoire retrace ce qui s'est passé et l'histoire reflète la mémoire. Burke affirme que se souvenir du passé ou écrire sur ce qui s'est passé ne peut pas être vu comme une activité innocente. D'après lui, ni la mémoire ni l'histoire ne peuvent être perçues comme objectives. Dans les deux cas, explique Burke, il faut apprendre à identifier nos sélections, interprétations et distorsions conscientes et inconscientes qui sont socialement conditionnées. Elles expriment les circonstances de leur production et le lieu d'où on parle. Comme toute histoire, celle-ci est donc partielle, datée et localisée, constituant à peine une version parmi d'autres possibles. Le discours au sein de la capoeira.
Au niveau des groupes de capoeira, il a été possible de constater lors de la recherche que la problématique était centrée sur la multiplicité et la fragmentation des discours concurrents dans la dispute du marché. Il est certain qu'il existe une multitude de discours concurrents entre les groupes de capoeira, comme l'a déjà remarqué Travassos qui a classifié le discours des groupes de capoeira comme essentiellement polyphonique. Travassos, 2000/7. Cependant, chaque pratiquant de capoeira peut identifier parfaitement qui ont été auparavant ses maîtres et professeurs, et quels sont ceux avec lesquels il est aujourd'hui en liaison. Les pratiquants peuvent aussi décrire leur lignée d'appartenance, celle de leur groupe et de leur maître, etc. Les groupes de capoeira se divisent en 3 grandes lignées: la capoeira régionale, la capoeira Angola et la capoeira contemporanea, confère. Assusao 2005. Chacun de ces styles présente à son tour des spécificités liées aux différentes écoles et différents groupes de capoeira. Dans chacune des grandes branches, il existe encore des subdivisions liées aux pratiques des groupes. Différemment de ce que l'observateur extérieur peut penser, dans chaque groupe, l'organisation des instruments, leur place dans la roda, l'ordre selon lequel les capoeiristas doivent commencer à jouer chaque instrument, les moments où les joueurs doivent commencer à jouer et le type et la vitesse des mouvements qu'ils exécutent lors des apostrophes. Une roda, ce qui est permis, comme ce qui leur est interdit, les types de chants ou quand ils doivent être chantés, les tenues des capoeiristas, les histoires sur les origines de la capoeira aussi bien que celles des lignées des groupes. Tous ces aspects sont déterminés par des orientations strictes au sein de chaque groupe. Ils sont ainsi variables, mais parfaitement identifiables à l'intérieur des groupes étudiés. À leur tour, les maîtres de capoeira construisent des discours précis et élaborés sur leurs origines. Leurs sites internet sont devenus des lieux où il est possible de trouver en continu l'histoire et la mémoire de leur groupe, d'où ils viennent, quelles sont les origines de leur tradition, quels sont les éléments qui composent leur histoire. C'est enfin la capacité à prouver l'existence de ces liens qui va généralement légitimer leurs conditions de maître ou professeur et leur reconnaissance à l'intérieur du marché de la capoeira. Dans certains cas précis, il est possible d'affirmer que chaque groupe organise son discours selon des lignes très strictes. Les groupes construisent des cosmologies propres, inhérentes aux origines de leurs maîtres et de leur groupe de provenance. Les maîtres de capoeira formulent un mythe d'origine et une histoire qui orientent la pratique du groupe, qui définissent leur place au sein de la capoeira et les limites entre nous et les autres, par rapport aux différentes lignées et aux autres groupes. Les processus de construction identitaire au sein de la capoeira sont complexes et leurs discours visent à donner du sens à l'action du groupe. À l'intérieur des associations de capoeira, les histoires racontées ont ainsi pour but de définir le groupe et ses membres, la narration s'appuyant non seulement sur la reconstruction des expériences directes, mais également sur des légendes et des histoires. Thompson 2000, 1978, 163. Les discours des capoeiristas. Le discours des maîtres de capoeira a été l'objet de la réflexion de Ribeiro qui, en 1999, prévoyait que les premières théories produites par des Brésiliens émigrés sur la construction de la brésilianité aux États-Unis allaient être produites par les maîtres de la capoeira. A primeras teoria nativa do brasileiros emigrantes sobre o que faz o Brasil, presumo, sairá do mestre de capoeira, que como outro professor de artes marciais possuem discurso elaborados sobre o que sua atividade representa em termos de construção do corpo, da personalidade em especial de fusoes culturae. Ribeiro, 1999/72-73. En effet, les maîtres de capoeira sont des spécialistes dans l'élaboration des discours sur ce qu'est le Brésil et comment sont les Brésiliens. Grâce à leur pouvoir et leur autorité à l'intérieur des groupes de capoeira, les maîtres sont aussi des conseillers qui orientent leurs élèves européens sur ce qu'il faut faire pour devenir un peu brésilien, et ainsi mieux apprendre la capoeira. Dans le besoin de s'adapter et de réunir plus d'élèves, les maîtres de capoeira sont censés comprendre la manière dont pensent leurs élèves, et ainsi traduire la pratique de la capoeira au contexte local. Comme le rappelle Bourdieu, 2001/100, le discours n'est pas indépendant des relations avec le marché dans lequel il opère. Les discours ne reçoivent leur valeur et leur sens que dans la relation à un marché, caractérisé par une loi de formation des prix particulière.
la valeur du discours dépend du rapport de force qui s'établit concrètement entre les compétences linguistiques des locuteurs entendues à la fois comme capacité de production et capacité d'appropriation et d'appréciation, ou de la capacité qu'ont les différents agents engagés dans l'échange d'imposer les critères d'appréciation les plus favorables à leurs produits. Idem sans. Ainsi pour les groupes de capoeira hors du Brésil, plusieurs éléments sont à identifier lors du traitement des entretiens avec les membres des différents groupes. Ces variables dépendent tout d'abord de la place que l'interlocuteur occupe dans son groupe, s'il est un maître, professeur, traînel, élève régulier ou débutant. En France, dans l'association Ipiranga, s'ajoute éventuellement la participation à des postes administratifs comme président, trésorier ou secrétaire. La nationalité sera décisive pour l'élaboration des représentations de nous et des autres, tout comme le genre, la couleur de peau et la localisation géographique du lieu de résidence. Les variations du contexte national dans lequel la capoeira s'insère vont aussi influencer le contenu des discours. Ainsi, il existe des nuances dans les discours élaborés en France et au Royaume-Uni, dus d'un côté à l'égalitarisme républicain et au refus de l'ethnique dans l'Hexagone, et de l'autre au multiculturalisme libéral britannique avec la reconnaissance des particularismes ethniques. Ce sont finalement l'idiosyncrasie des maîtres et leur parcours dans la capoeira qui constituent les éléments centraux qui articulent le contenu identitaire de leur groupe de capoeira. Les maîtres de capoeira, en qualité de leader de leur groupe, sont généralement disposés à participer aux entretiens. Toutefois, le chercheur doit prendre avec précaution les informations obtenues lors de ces entretiens, parce que le maître de capoeira, dans sa position de meneur du groupe, peut fréquemment orienter ses réponses afin de mettre l'accent sur certains aspects, consciemment choisis dans le but de valoriser son action ou son groupe. L'ethnographie translocale ou multisite, enjeu pour l'étude de la capoeira. Faire de l'ethnographie dans différentes localités pour étudier la capoeira est sans aucun doute une tâche complexe. Tout d'abord, il faut prendre en compte les différences entre les terrains. Il est vrai que dans les groupes de capoeira, la première impression est celle de se trouver dans des endroits semblables et connus, ce qui est dû à l'utilisation des instruments, de la musique, des mouvements du corps similaires au regard du néophyte. Cependant, il existe plusieurs aspects qui diffèrent suivant le contexte environnant de la pratique de la capoeira et la forme selon laquelle les groupes s'organisent, à l'intérieur d'eux-mêmes et dans le rapport aux autres. Ces différences sont elles aussi des conséquences de la stratégie d'insertion de l'ethnologue. S'il est vrai que le fait de fréquenter longtemps, participer aux activités dans un groupe permet une vision plus approfondie et détaillée, il est aussi vrai que dans ces conditions, les autres groupes identifient le chercheur en tant que membre d'un groupe rival et cela peut avoir des conséquences sur l'insertion dans d'autres groupes et sur l'information que les pratiquants des autres groupes vont lui livrer. Circuler parmi les différents groupes et réaliser des entretiens sans pratiquer la capoeira ou participer activement aux activités offre une vision plus générale et demande une attention particulière afin d'atteindre des dimensions plus complexes de l'organisation des groupes. Dans ce sens, l'approche multisite considère les différences de qualité et d'intensité des informations récoltées sur les différents terrains. Marcus, 1995/100. Au long de ce travail, j'ai appliqué la méthode de l'observation participante avec l'immersion dans les groupes de capoeira en France, où j'ai participé aux activités en tant que pratiquant pendant plus de 3 ans. Par contre, au Royaume-Uni, ma participation a été restreinte à la présence au RODA, aux entraînements de capoeira et à la réalisation d'entretiens avec les capoeiristas locaux, sans un réel engagement en tant que pratiquant de capoeira. Ces deux approches présentent des niveaux différents d'analyse et des échelles de profondeur, ce qui met en cause exactement la symétrie classique entre l'objet d'étude, le travail de terrain et le produit écrit. Si, de la perspective classique, la densité était une vertu et la superficialité devait être évitée, dans l'approche multisite, il faut prendre en considération la densité et la superficialité des données récoltées sur le terrain, éléments clés de l'analyse ethnographique. La signification et les fondements d'un projet ethnographique génèrent une économie morale beaucoup plus compliquée que l'économie morale rédemptrice qui sous-tend l'essentiel de l'ethnographie contemporaine, suivant le paradigme classique. Le projet critique de terrain multisite dont je viens de parler agit dans un espace de référence ethnographique tout autre,
mutuellement constituées, à la fois denses et superficielles. Marcus 2002/9. La circulation des capoeiristas entre les groupes est considérable pour l'échange des connaissances, l'établissement des liens d'amitié contribuant sans aucun doute à conférer au Roda une bonne énergie. Découvrir l'existence de ces liens, les exploiter dans les différents contextes, cela s'avère essentiel pour la recherche, dans la mesure où cette démarche permet de comprendre les rapports entre les groupes. Anners, 2003, propose l'idée d'une recherche translocale qui n'est pas restreinte à un endroit uni. Il suggère l'importance de comprendre les rapports qui existent entre ces lieux. The sites are connected with one another in such ways that the relationships between them are important for this formulation as the relationships within them. The fields are not some mere collection of local units. One must establish the translocal linkage, and the interconnection between those and whatever local bundles of relationships which are also part of the study. Idem 206. Une question délicate lors d'une recherche translocale, ou multi-site, sur les groupes de capoeira, est le fait que les capoeiristas se connaissent entre eux. Il est possible que dans une même ville, les groupes ne se rendent pas visite en raison de problèmes ou de divergences. Mais en général, ils savent qui est dans la ville, qui sont leurs concurrents, et ils sont fréquemment au courant des activités de leurs rivaux. Lorsque le chercheur arrive dans un groupe, les autres en sont rapidement mis au courant. Dès lors, pendant la recherche, il faut faire attention aux questions concernant les autres groupes car cela peut gêner les maîtres et leurs élèves. Les capoeiristas sont méfiants, et je me suis parfois trouvé dans la situation d'avoir moi-même à répondre à des questions sur mon propre parcours, simplement dans le but de rassurer l'interviewé de mes bonnes intentions. Fréquemment, le chercheur est aussi confronté à des situations où les capoeiristas de différentes villes se connaissent bien. Ils ont en général des vécus partagés et dans ce sens, l'insertion du chercheur doit être constamment négociée. Cette négociation, dans le cas de ma recherche en Angleterre, a eu lieu en montrant à des moments clés que je connaissais des capoeiristas appartenant à la même lignée des interviewés, ou en dévoilant mes habiletés en tant que joueur de berimbau et chanteur des musiques de capoeira lors des Roda. C'est de cette manière que mon insertion a été rendue plus facile parce qu'ils me voyaient comme eux, comme un capoeirista, sans toutefois que cette présence ne dépasse certaines limites que je m'étais fixées comme en outre, celle de ne pas être identifié en tant que membre d'un groupe déterminé. Une autre dimension de l'ethnographie translocale ou multisite, qui s'est avérée importante dans la réalisation de ce travail, a été l'étude des espaces virtuels occupés par ces groupes. L'ethnographie virtuelle, AN 2000, a ainsi été fondamentale pour la réalisation de ce livre et a porté sur l'analyse des messages, par texto, SMS envoyés par téléphone portable, et sur les sites internet des groupes de capoeira. Dans le cas de l'association Ipiranga, les messages échangés dans le Google Group de l'association ont constitué un moyen très riche d'information et de communication entre les membres de ce groupe. Certaines discussions avaient lieu presque exclusivement dans cet environnement virtuel, ce qui démontre l'importance fondamentale de la prise en compte de ces groupes de discussion sur Internet dans l'étude de l'organisation des groupes en milieu urbain. Une question supplémentaire pour le chercheur est ainsi celle de négocier son insertion sur ce terrain virtuel, en sachant que c'est un terrain restreint aux membres et ex-membres des groupes et que là aussi, pour y participer, il faut avoir obtenu la confiance des personnes étudiées. L'écriture ethnographique. Au-delà des négociations sur l'insertion en tant que chercheur sur le terrain, l'écriture du livre a pris en compte le débat qui prône une remise en question de l'autorité ethnographique, Clifford, 1983. Il a ainsi fallu trouver une forme d'écriture qui, en même temps, donne de la voix aux capoeiristas et cherche à trouver les significations cachées derrière leurs propos. Pour ce faire, le choix d'élaborer un récit de vie réordonné par l'ethnologue, qui tente de mettre en cohérence les fragments morcelés des entretiens, s'est posé comme un possible chemin à suivre. Cependant, le récit que je développe cherche à mettre en évidence les différentes voies existantes entre maîtres, professeurs, pratiquants et autres agents en rapport avec les groupes de capoeira. Dans ce sens, ce travail comporte des essais méthodologiques multiformes, où il a été question de tenter de donner de la cohérence à la multitude de récits divers, mais aussi de les laisser parler et exprimer les contradictions, les complexités et les incohérences issues des entretiens.
Les problèmes de l'écriture ethnographique et l'autorité de l'ethnologue face au capoeirista ont été des questions constantes dans le développement de ce travail. En 1983, Clifford alertait que dans un monde devenu interconnecté, la production et l'autorité ethnographique s'en trouveraient complètement bouleversées, l'anthropologue étant contraint à partager ses textes et chapitres avec ses objets d'étude, les indigènes sur lesquels il écrit, Clifford 1983 sur 118-42. La méthode ici développée cherche à mettre en évidence l'importance des agents capoeiristas pour la transnationalisation de la pratique de la capoeira. L'analyse détaillée de la trajectoire des maîtres de capoeira permettra de mieux appréhender la façon dont les rapports de pouvoir affectent l'organisation de la capoeira hors du Brésil et mettra en lumière les mécanismes utilisés dans la construction de l'authenticité et de la légitimité au sein des groupes, ainsi que les rapports établis envers les autres groupes dans ce marché. Reprenant les critiques de Bourdieu, 1986, sur l'illusion biographique, la méthode employée ici cherche, par le biais de l'analyse des récits de vie des divers acteurs qui composent ce champ, à expliciter les enjeux liés à leur légitimité en tant que pratiquants de capoeira. Comme le rappelle Caillet, l'exercice de livrer la narration de sa vie à quelqu'un est une démarche délicate, qui entraîne de l'autre côté le recueil de ce récit de la part de l'ethnologue. Ce dernier, embué d'une visée scientifique, cherche à donner du sens au recueil morcelé de la mémoire. Caillet 2010 sur 163. Comme si la vie elle-même, ou l'histoire de vie personnelle de quelqu'un, avait une telle cohérence pour finalement justifier la position présente des acteurs. L'écriture ethnographique du livre a été élaborée à partir des trajectoires des capoeiristas et des histoires de vie récoltées par l'ethnologue sur le terrain. La connaissance de la pratique de la capoeira a été primordiale pour dévoiler les mécanismes et les rapports de pouvoir entre les groupes sur les différents terrains. Force est de constater que si chaque groupe possède des caractéristiques et des histoires propres, liées aux circonstances et à l'idiosyncrasie de leur maître, les enjeux et les règles ordonnant ce marché, qui sont dévoilés au long du livre, sont similaires au Brésil comme ailleurs. Le choix d'analyser chaque maître et chaque groupe séparément, au lieu d'établir des sujets à débattre dans leur ensemble, s'inscrit dans cette démarche de privilégier les acteurs. Autrement dit, c'est à partir de trajectoires diverses qui parfois s'entrecroisent et sont rendues explicites au long des chapitres, que sont mis au clair les rapports de pouvoir, les disputes pour le marché et les représentations de ces hommes et femmes qui font vivre la pratique de la capoeira hors du Brésil. En considération finale à propos de l'écriture ethnographique de ce livre, il faut exprimer la conscience de l'auteur de son propre positionnement dans l'histoire qu'il retrace, écrivant sur la relocalisation de la capoeira à Paris et à Londres, tout en étant lui-même un véhicule de cette relocalisation. L'effort d'écriture est ainsi traversé par la construction de l'objet lui-même, et marqué par un processus constant d'inventivité. À propos des sources. Différents types de sources ont été utilisés au long de ce travail. La recherche en France a été organisée autour de l'observation participante, tandis qu'au Royaume-Uni j'ai préservé la distance par rapport à la pratique de la capoeira. Une autre source centrale d'information a été les entrevues avec les capoeiristas obtenues par différents moyens. Plusieurs ont été menées face à face mais certaines qui ont été utilisées en complément ont été obtenues à l'aide du logiciel Skype. Au Royaume-Uni, des articles de journaux ont été également une source d'information essentielle pour comprendre la façon dont la capoeira était assimilée par la société environnante, notamment dans le cas de la diffusion des idents de la BBC. Les images, les logos des groupes de capoeira et les photos qui ont été prises avec l'accord des maîtres et des élèves sont disposés au long du texte. L'usage des photos dans ce livre n'a pas pour objectif de dire la vérité sur le terrain, Baker 2007, mais plutôt d'élargir le champ de vision et la perception de l'anthropologue, Connor 2007 sur 21, et par conséquent du lecteur sur les relations sociales observées, avec la présentation d'images du terrain qui dialoguent avec l'analyse développée. Quelques enregistrements vidéo ont aussi été réalisés pendant la recherche, certains avec l'accord des maîtres et d'autres sans leur accord. J'ai collectionné de nombreux flyers de diffusion des stages et cours de capoeira, ainsi que le matériel que les capoeiristas m'offraient volontairement, photos, t-shirts, artisanat, etc.
Les sites Internet sont aussi des sources qui offrent des informations sur le mode de graduation au sein des groupes ou sur les endroits de diffusion des stages et des cours, et où l'on peut trouver, dans certains cas, une boutique en ligne de vente d'objets de la capoeira. Facebook est lui aussi une bonne source d'informations sur les groupes, et un lieu d'échange d'informations entre les maîtres et les capoeiristas en général. Le groupe d'échange de courriels, comme le Google Group de l'Ipiranga en France, a constitué en outre une source très riche d'informations. Ils utilisent le Google Group pour discuter des problèmes d'organisation de l'association, jusqu'aux questions d'ordre personnel. Ce réseau d'échange de courriels est révélateur des changements qui affectent le groupe au fil du temps. Mais la recherche bibliographique a été évidemment essentielle pour guider ce travail. C'est à force de lecture et de relecture des sources bibliographiques que j'ai réussi à poser les bases d'un sujet particulièrement complexe et varié dans son amplitude. Finalement, la direction de Madame Capone et de Mr. Asusao a été fondamentale pour la réalisation de ce travail, et je pense que cette collaboration transparaît au travers des chapitres. L'analyse historique de la capoeira de Mr. Asusao, ainsi que les discussions sur la transnationalisation religieuse et les débats à propos de la formation du chant afro-américaniste de Madame Capone, représentent les bases qui ont guidé ce travail. Les entretiens avec les capoeiristas. Plus de 70 entretiens à durée variable ont été enregistrés avec les capoeiristas des différents groupes en France et au Royaume-Uni. Même si différentes méthodes ont été utilisées, j'ai toutefois une préférence pour les entrevues informelles sans l'aide d'un enregistreur numérique. C'est, par expérience, le moyen le plus efficace pour obtenir la plus grande quantité d'informations et les opinions des capoeiristas. Ce procédé a été beaucoup utilisé en France, puisque bénéficiant déjà d'une insertion en tant que capoeirista, je l'ai considéré plus approprié pour récolter les informations. Des entrevues formelles supplémentaires ont également été effectuées, lorsque jugé nécessaire. Les entrevues informelles se déroulaient en général après les entraînements, au moment où les pratiquants sortent boire un verre ensemble. C'est à cette occasion que les projets sont discutés et les problèmes entre les membres du groupe, débattus. Durant les entrevues avec les maîtres ou leaders de groupes de capoeira, j'ai allié la méthode de la free-flowing interview, Thomson 2000/227, à des questions ponctuelles préparées à l'avance sur des sujets précis. Pour chaque entrevue avec les maîtres ou les responsables de groupe, j'avais préparé une liste de questions basée à la fois sur mon expérience préalable et sur des informations obtenues en amont par d'autres personnes ou trouvées sur leur site internet. Certaines précisions ont été postérieurement apportées par courriel. Si pour les entrevues informelles, il n'y avait pas à proprement dit de rendez-vous, pour les entrevues formelles, il fallait se préparer à l'avance. Je n'ai pas rencontré de réels problèmes à entrer en contact avec les capoeiristas, le seul cas un peu plus délicat étant celui de la London School of Capoeira LSC. De nombreux capoeiristas m'avaient découragé de prendre contact avec eux. Les commentaires disaient que la LSC était très fermée et que ses membres ne fréquentaient pas les autres groupes. N'ayant rien à perdre, je les ai contactés et les entretiens ont été réalisés par la suite sans aucune difficulté. Plus tard, je me suis demandé si les autres groupes n'avaient pas tenté intentionnellement de me décourager du fait que la LSC incarne l'establishment de la capoeira à Londres. Ses membres ont été en effet les premiers à s'organiser en tant qu'école. Ils possèdent un espace loué exclusivement pour la capoeira à Londres, ce qui est assez rare hors du Brésil, et ils sont, de plus, cités dans plusieurs reportages sur la capoeira dans les journaux nationaux. En supplément à tous les entretiens personnellement menés, j'ai aussi réalisé des entrevues sur Skype avec 2 capoeiristas brésiliens de Rio de Janeiro, ainsi qu'avec 3 autres pratiquants en France, dont une jeune Française qui se trouvait au Mexique. Un autre capoeirista, à qui j'avais envoyé un questionnaire, a répondu de manière détaillée à tous les points demandés par un enregistrement sonore. Ces sources alternatives d'information, par le biais des nouvelles technologies disponibles, se sont avérées être des compléments de recherche importants et viables, bien qu'il soit toujours nécessaire d'établir préalablement des liens avec les interviewés pour qu'ils acceptent de s'adonner à ce type d'exercice. Première partie, débat THEORIQUE. Chapitre 1,
Comment comprendre la capoeira hors du Brésil? Il n'est pas surprenant que les premiers à avoir signalé la croissance de la capoeira hors du Brésil soient ceux ayant étudié l'émigration des Brésiliens vers les États-Unis, confère Margolis, 1994, Ribeiro, 1999, Peña, 2001, Marthe, 2003. Un grand nombre de Brésiliens qui ont émigré en quête de meilleures conditions de vie et de travail entre les années 1980 et les années 2000 ont emporté avec eux la pratique de la capoeira. Ils ont vu en cette pratique un moyen de survivre tout en restant en contact avec le Brésil. L'émigration des Brésiliens aux États-Unis est un mouvement migratoire caractérisé, entre autres, par l'importance accordée aux réseaux sociaux tissés par les Brésiliens dans l'explication de ce phénomène. Marthe, 1999, Margolis, 2003, Patara, 2005. La crise économique des années 1980 au Brésil, appelée la décennie perdue, est vue comme le jalon décisif qui a déclenché l'émigration des Brésiliens. Salle, 1999/28, ajoute le facteur politique associé principalement aux espoirs et désenchantements de la période de redémocratisation du pays traversée par l'échec des divers plans économiques, l'augmentation du chômage et de l'inflation. Patara, 2005, explore l'hétérogénéité des mouvements migratoires à partir du Brésil et vers le Brésil et signale l'existence de divers phénomènes et de divers groupes sociaux qui y migrent. L'auteur remarque la nécessité de prendre en compte dans l'explication des phénomènes migratoires du Brésil contemporain l'importance de la circularité de ces mouvements ainsi que les réseaux sociaux qui se constituent et se renforcent. Patara, 2005/25-26. Une recherche réalisée à Boston en 1995 démontre que les Brésiliens qui optent pour émigrer vers les États-Unis partent en quête d'opportunités de travail et principalement de l'ascension sociale qui leur a été refusée au Brésil. Salle, 1999/33. L'émigration des Brésiliens vers les États-Unis serait une immigration de classe moyenne, car elle rend nécessaire certaines ressources qui garantissent l'achat du billet d'avion. Salle, 2005. Dans les études sur les Brésiliens aux USA, la capoeira, la samba et la batucada sont souvent présentées comme des manifestations de brésilianité ou afro-brésilianité. Cependant, quelques études ont conclu que la participation des Brésiliens au sein de ces groupes n'était pas très représentative en nombre d'adhérents. Margolis, 1994/307. Les groupes de capoeira et de batucada sont, hors du Brésil, des groupes d'expression de la brésilité, qui pour la plupart ne sont pas intégrés par des Brésiliens mais par la population locale. En général, seuls les enseignants et un petit nombre restreint de Brésiliens font partie de ces groupes, malgré la grande présence d'immigrés provenant du Brésil aux États-Unis. Dans une étude de référence sur les immigrants brésiliens à New York, Margolis, 1994, note l'absence de liens communautaires au sein de la communauté des Brésiliens de New York. Cette constatation a été faite lors de l'observation des activités d'un centre de promotion de la culture brésilienne, à New York. Outro exemplo da ausência de entrosamento comunitario e a falta de apoio para a aulas de especialidade tradicionalmente brasileiras como a capoeira e a batucada, oferecida por aquel centro. Por exemplo, entre a dezenas de alunos das aulas de capoeira oferecida em Nova York, desde dos anos 1970, apenas 5 do matriculados são atualmente brasileiros. Entre os frequentadores das escolas de samba loque, 90% não eram brasileiros. Idem 307. Ce qui est interprété par Margolis comme un exemple d'absence de lien communautaire, ou un manque d'intérêt envers les spécialités brésiliennes, constitue en effet l'une des caractéristiques principales du processus d'implantation de la capoeira à l'étranger. Lors de ma recherche, la majeure partie des pratiquants de capoeira, dans les groupes que j'ai étudiés en France et au Royaume-Uni, ne sont pas brésiliens. De façon générale, le nombre de Brésiliens n'est pas très important dans les groupes de capoeira hors du Brésil, même dans des villes où l'immigration brésilienne est considérable comme à Paris et à Londres. Après cette première vague d'études sur l'immigration des Brésiliens aux États-Unis, 2 études ont été consacrées à l'analyse de la pratique de la capoeira et de son appropriation hors du Brésil. Les études pionnières de Travassos, 2000, sur la capoeira aux États-Unis et celle de Vassallo, 2001, sur la capoeira en France.
Les théories sur les migrations internationales occupent une place centrale dans l'explication de l'expansion de la pratique de la capoeira hors du Brésil. Les travaux récents, comme celui d'Assetti 2011 sur l'expansion de la capoeira en Europe et la thèse de Guisardi, 2011, qui traite de la capoeira en Espagne et à Madrid, montrent l'importance accordée aux théories sur l'immigration pour expliquer l'expansion de la capoeira en Europe. Certaines de ces études, comme celle de Delamont et Stevens, 2008 sur 61, reconnaissent l'importance de la migration des Brésiliens pour comprendre la capoeira hors du Brésil, sans toutefois analyser la bibliographie sur les Brésiliens migrants ni les spécificités de cette migration. D'autres comme celle de Joseph, 2008 sur 197-199, sur la capoeira au Canada, et de Guisardi, 2011 sur 365-414, à propos de la capoeira à Madrid, remarque l'importance de l'immigration des Brésiliens pour l'explication de la croissance de la capoeira dans leurs pays respectifs. La thèse d'Assetti reconnaît le rôle de l'immigration des pratiquants brésiliens, mais met en évidence la participation et l'importance de pratiquants non brésiliens en Europe. Assetti 2011 sur 234-236. Certes, la perspective des études sur les migrations internationales est importante pour expliquer les origines et la diffusion de la pratique de la capoeira en Europe. Néanmoins, la perspective des migrations internationales présente deux problèmes centraux. Premièrement, le cadre assimilationniste de ces études, Capone 2010A, 236 à 237, est remis en cause puisque c'est justement par le biais de la valorisation positive dans l'espace public d'un bien culturel issu de son pays d'origine que le capoeirista réussit son intégration dans la société d'accueil. Deuxièmement, ce ne sont pas uniquement les immigrés brésiliens qui font partie des groupes de capoeira, puisque comme nous l'avons vu, la plupart des pratiquants et membres des groupes de capoeira étudiés ne sont pas brésiliens. En général, seul le maître ou le professeur, voire ponctuellement un autre élève, sont brésiliens. Dans les groupes analysés dans ce livre, 3 leaders étaient des non-brésiliens, tout comme la grande majorité des élèves à Paris et à Londres. Certains groupes étaient même composés exclusivement de pratiquants locaux. Cela dit, il ne s'agit pas d'oblitérer l'apport des théories sur les migrations internationales dans l'explication du phénomène de l'expansion de la capoeira hors du Brésil, mais il est nécessaire d'exploiter d'autres perspectives qui aident à comprendre la délocalisation et la conséquente relocalisation de la capoeira hors du Brésil. Les débats sur la globalisation, la diaspora et la transnationalisation deviennent ainsi des outils précieux pour comprendre ce phénomène. La globalisation de la capoeira. L'utilisation du concept de globalisation permet de comprendre et de mettre en évidence certains aspects du processus d'expansion de la capoeira hors du Brésil. En général, la globalisation est vue comme un processus dans lequel l'accélération des échanges internationaux gagne partout de l'ampleur, car elle est principalement associée à l'intégration de l'économie mondiale. Comme le rappelle Abeles, 2008 sur 134, le terme évoque l'interdépendance accélérée, le rétrécissement du monde avec l'érosion des frontières géographiques aux activités socio-économiques, l'action à distance et la compression de l'espace et du temps. Pour l'auteur, son usage renvoie à une conception de la globalisation marquée par la magnitude et l'intensité des changements d'échelle et des échanges interrégionaux. Il est clair en tout cas que l'usage du concept de globalisation renvoie à une perception de la mondialisation qui met l'accent sur les changements d'échelle, la magnitude croissante, l'accélération, l'impact plus intense des flux et des modèles d'interaction sociale interrégionaux. Idem 134. Pour Robertson, il est possible d'identifier 5 phases de ce processus de globalisation qu'il cherche à classer dans une perspective historique. À partir d'une phase embryonnaire au XVe siècle, ce processus se prolongerait au XVIIIe siècle, en passant par 3 autres phases jusqu'à atteindre la période des années 1960, appelée par Robertson la phase de l'incertitude. Cette dernière est caractérisée, entre autres, par la consolidation des médias globaux et par la multiplication de problèmes associés à la multinationalité. Robertson 1992 sur 27. Dans le cas de la capoeira, Asusao 2005 sur 208, signale la complexité de l'application de ce concept. Nul doute que le processus récent des flux d'échange et d'interaction au niveau international
exerce un impact remarquable sur la capoeira au Brésil et sur son expansion vers d'autres pays. Toutefois, comme l'explique Assunção, la capoeira serait issue d'un processus encore plus complexe d'interaction sociale interrégionale. The term globalization is commonly used to suggest that the process is a recent, late 20th century development. In fact, one can hardly imagine a more momentous process of dislocation of people and culture than the one produced by the slave trade for almost 4 centuries. The difference is that it happened outside Europe in distant colonies. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.